Bonsoir, professeur. Merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de venir ici dans la maison. Très bien. Alors, les élections locales qui ont été reportées et la date qui a été retenue au plus tard, c'est pour mars 2021. Est-ce que c'est une décision qui vous inquiète? Pas forcément, mais je dois dire qu'en réalité, heureusement que le gouvernement n'est pas dans la témérité, qu'au moins nous sommes dans une démocratie et que dans cette démocratie, quand même, il y a des gens qui alertent et qui alertent au bon moment. Et je pense que aussi nous avons un gouvernement flexible qu'il faut féliciter sur cette question. Parce que quand même, donc, la société civile dans son ensemble, avec tout ce qu'elle regorge, donc, a donc, eu à alerter pour dire clairement qu'en réalité, le report était possible, mais sans date fixe, ça violait les principes à valeur constitutionnelle et les grands principes démocratiques, notamment le principe de périodicité des élections électorales, donc, locales. Oui. Ce qui veut dire tout simplement, en réalité, le gouvernement au moins a fait un pas donc, vers la légalité. C'est-à-dire tout simplement, c'était en marche de la légalité. Aujourd'hui, le gouvernement donc, est rentré dans la légalité, sauf que en réalité, ce qui est retenu n'est pas intelligible. Ça viole encore un principe à valeur constitutionnelle que l'on appelle le principe de l'intelligibilité de la loi, parce qu'en réalité, la date n'est pas fixe. Oui. Même si c'est le président de la République qui va fixer par décret les élections, il fallait ne pas dépasser, pour moi, l'année 2020. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui reste comme toilettage, ce qui reste comme réforme pourrait se faire quand même dans les 6 mois à venir. Et puis le parrainage, en le prenant, donc je me dis tout simplement, au plus tard, si les élections ne peuvent pas se tenir en juin, on pourrait faire les élections en décembre. On a aujourd'hui une prolongation des mandats des conseillers municipaux et départementaux. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train d'assister à une entorse du suffrage des citoyens? Effectivement. Et ça me permet tout simplement de parler de 2 choses. L'œil est la voix de la démocratie sénégalaise. L'œil est touché, la voix, elle est cassée. Pourquoi? Parce que tout simplement, en réalité, l'œil, c'est les citoyens. Oui. C'est eux qui regardent. C'est eux qui essayent d'observer, qui contrôlent et qui sanctionnent. La voix, c'est les gouvernants. Ils sont élus pour une période bien déterminée. Ils parlent au nom des citoyens. Mais c'est un mandat qui leur est accordé. Donc, c'est des mandataires. Arrivés à échéance, normalement, ils devraient retourner, n'est-ce pas, vers ceux qui ont la volonté populaire. Aujourd'hui, quand même, donc, le renouvellement de ce mandat s'impose. Et donc, s'il y a des aléas, s'il y a des difficultés pratiques pour tenir les élections à date échue, c'est-à-dire 5 ans après, il faudrait quand même décaler, mais pas donc aller donc, dans un délai qui n'est pas raisonnable. Ça viole la démocratie et ça porte atteinte à l'état de droit. Vous pensez que le recours à la délégation spéciale peut régler le problème? C'est impossible. On ne peut pas faire de délégation spéciale de façon générale. La loi l'interdit. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il est, j'ai envie de savoir, est-ce que le calendrier républicain est modulable? J'ai comme l'impression que ça fait un moment qu'on peine à organiser les élections locales à date échue. Effectivement. De 1984 à maintenant, les élections locales n'ont jamais été organisées à date échue. Ce qui veut dire tout simplement qu'en réalité, il y a une sorte de banalisation des élections locales. N'oublions pas que la démocratie, c'est d'abord par le bas pour aller vers le haut. C'est depuis Tocqueville, ça. N'est-ce pas? Les recettes sont là, elles sont universelles. Parce qu'en réalité, le citoyen, il est à la base, donc celui qui va impulser la démocratie au niveau local. Parce que quand même, donc, le budget, il est participatif là-bas. Les collectivités locales constituent le cadre institutionnel par lequel les citoyens participent à la gestion des affaires publiques. On parle de démocratie locale. Et là-bas, quand même, donc, c'est des questions immédiates qu'il faudrait régler. Par exemple, des questions foncières, des questions environnementales, des questions culturelles, éducatives, etc. Vous voyez, tellement importante. Ce qui veut dire tout simplement qu'en réalité, il faudrait, ne serait-ce que, donc, cette fois-ci, se dire qu'au Sénégal, il n'y a pas d'échelle de priorité entre les élections. On a comme il y aurait donc 2 types de légalité. Une légalité normale, applicable pour l'élection présidentielle, une légalité dérogatoire applicable pour les élections locales. Et ça, c'est inacceptable. Et quelles sont les conséquences aujourd'hui? C'est tout simplement une démocratie déréglée. Et une démocratie qui ne respecte pas la volonté populaire, qui ne respecte pas l'article 3 de la Constitution du Sénégal, qui permet tout simplement la liberté de suffrage. Parce que le citoyen est l'alpha et l'oméga de la démocratie. Très bien. Adam, si tu me le permets, je voudrais au moins qu'on interprète un tout petit l'article 27 de la Constitution. Parce qu'il y a 2 alinéas. Le premier alinéa dit que le mandat du président est de 5 ans.
il y a le deuxième alinéa qui dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Et c'est matière à interprétation. Certains disent que le mandat de 7 ans du président ne fait pas partie de ce décompte-là. Vous, votre interprétation par rapport à cet article? Mon interprétation, elle est textuelle. Ça dit tout simplement qu'en réalité, je ne pourrais même pas interpréter au-delà de ce que dit le texte. C'est très clair. Jamais dans l'histoire politique, institutionnelle et étatique de ce pays, on a eu à verrouiller autant le mandat. Ce qui veut dire tout simplement, cette fois-ci, non seulement la rédaction, elle a changé, mais le nombre de renouvellement est mis dans la clause d'éternité. Le président Macky Sall, n'est-ce pas, ayant entamé un mandat de 7 ans, mais frappé par le principe de l'effet immédiat en droit constitutionnel, qui ne s'apparente pas au principe de la non-rétroactivité, qui est donc en matière ordinaire. Et le droit constitutionnel, c'est un droit spécial. Ce qui signifie tout simplement que le président de la République, élu sur la base, n'est-ce pas, d'un mandat de 7 ans, si le mandat a été touché, ce qui est le cas en 2016, il fallait trouver des dispositions transitoires. Tel n'est pas le cas, c'est le principe de l'effet immédiat. Ça veut dire tout simplement en 2024, il aura épuisé ces 2 cartouches. Le président Macky Sall ne pourra pas donc être candidat à l'élection présidentielle de 2024. C'est interdit par la Constitution, c'est dans la clause d'éternité, c'est impossible constitutionnellement, juridiquement et démocratiquement. Pourtant, on avait une situation similaire en 2001, parce qu'en 2001, il y avait une nouvelle constitution qui avait été mise en place par Abdoulaye Wade. En 2016 également, Macky Sall a fait voter une nouvelle constitution. Quelle est la différence entre ces 2 constitutions-là qui ferait que Abdoulaye Wade peut briguer un 3e mandat alors que Macky Sall ne peut pas le faire? C'est important, Daouda, parce qu'en 2016, on n'a pas une nouvelle constitution. C'était une révision de la Constitution. Donc nous sommes toujours régis par la Constitution du 22 janvier 2001. Et en 2001, Abdoulaye Wade lui-même, qui a changé de constitution, qui a fait ce qu'on appelle la tabula rasa, avec une nouvelle constitution, a voulu donc limiter le nombre des mandats. Et il allait être frappé par le principe de l'effet immédiat. Élu sur la base de la Constitution de 1963, qui donnait un mandat de 7 ans, il fallait qu'on lui cherchât donc un article 104, disposition transitoire, pour dire qu'il termine son mandat. Toutes les dispositions de la présente Constitution lui sont applicables. Le Conseil constitutionnel va dire que même ce bout de phrase était superfétatoire. On ne l'avait pas besoin. Le président Macky Sall, il revient, il change l'article 27, mais pas de disposition transitoire. Mieux, l'article 104, nouveau, dit expressis verbis. Toutes les dispositions transitoires des articles 104 à 108 sont abrogées. Ce qui veut dire tout simplement, immédiatement, ça s'applique à lui. Le principe de l'effet immédiat permet de différer le principe de... Donc le principe des dispositions transitoires permettent de différer le principe de l'effet immédiat. Donc c'est pas pareil. Abdoulaye Wade avait 2 dispositions qu'on pouvait cumuler pour faire différer l'applicabilité. Macky Sall n'a qu'une seule disposition. Pour pouvoir différer ça, il fallait donc trouver des dispositions transitoires. Et on les a abrogées. On n'a pas jugé nécessaire de lui trouver des dispositions transitoires, ce qui veut dire tout simplement que le mandat de 7 ans donc, constitue le premier décompte. Le mandat de 5 ans constitue le second décompte. Donc le second est le dernier. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas un deuxième mandat, c'est un second mandat. Et donc les 2 cartouches sont épuisées. Et donc il n'y a pas d'hypothèse de 3e mandat. Et vous savez, on a pris le soin même de le mettre dans l'article 103 pour le mettre de ce qu'on appelle dans la clause d'intangibilité, d'éternité. Pour s'en défaire, il faut une nouvelle constitution, pas de révision. C'est impossible. Alors, j'en reviens au local parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport aux dates qui varient d'une période à une autre. Est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui disposer d'un cadre juridique qui puisse permettre aujourd'hui de pouvoir verrouiller les choses et qu'on ne puisse pas être ballotté d'un point à un autre? C'est parmi disons, la volonté des leaders. Tout à fait. Et je souscris d'ailleurs à cette interrogation qui est importante. Et je pense que c'est ce qu'a dit la société civile, n'est-ce pas, dans le mémorandum, comme recommandation. Et aujourd'hui, il est temps quand même de mettre le mandat des élus locaux dans la Constitution. Comme quoi, pour y toucher, il faudra passer par une procédure complexe, c'est la révision constitutionnelle, qui appelle le pouvoir constituant dérivé. C'est tellement complexe que les gouvernants vont réfléchir donc 1000 fois avant quand même donc de reporter les élections. Sinon, par voie législative, c'est la loi ordinaire. Et la loi ordinaire, la modifier, c'est tellement simple. C'est l'article 67 qui fixe donc le régime électoral des assemblées locales. Oui. Mais si on met le mandat dans la Constitution, ce sera donc encore plus complexe à toucher. Très bien. Daouda? C'est bon. C'est bon? Alors, j'en reviens à un autre point.
qui touche toujours l'actualité par rapport aux auditions qui sont effectuées actuellement. Le doyen des juges qui entend un certain nombre de responsables par rapport à l'affaire Petro-Tim. Un commentaire? Oui, un commentaire pour que dire tout simplement, c'est la vitalité de la démocratie. C'est ça la réalité. L'état de droit, c'est un état de procédure. Et donc, tout simplement, en réalité, il y a le principe de la présomption d'innocence. Mais aussi, il y a le principe de la bonne foi. Et cette bonne foi se présume. Maintenant, cette présomption, elle est réfragable. Toutes les personnes qui vont défiler devant le doyen des juges sont censées être de bonne foi. Maintenant, en fonction des informations qu'ils vont livrer, n'est-ce pas, au doyen des juges, n'est-ce pas, qui va instruire, n'est-ce pas, à charge et à décharge, donc il va nous livrer donc des informations que donc le procureur sera donc chargé quand même donc de traduire en actes. Et donc nous estimons que donc voilà, le droit sénégalais va en sortir grandi, l'état de droit sera renforcé et que la vérité donc... Et combien de temps devrait prendre cette procédure? Le temps de la justice n'est pas le temps, n'est-ce pas, que nous avons, n'est pas le temps civil. La justice, n'est-ce pas, a sa manière de décider. La justice obéit à des procédures. La justice obéit à un temps bien précis. Et je répète que l'opinion ne juge pas. Donc, quelle que soit la volonté de l'opinion, ce sont les juges qui devraient nous édifier sur la vérité judiciaire. Si la vérité judiciaire elle est discutable, c'est la vérité officielle de l'État. Oui, mais dans cette affaire-là, il y a beaucoup de gens qui pensent que le dossier sera ce que le procureur voudra bien en faire. Parce qu'aujourd'hui, il a confié le dossier au doyen des juges via un réquisitoire introductif. Mais à chaque fois que le doyen des juges aura à mener un certain nombre d'enquêtes, il doit forcément revenir auprès du procureur de la République. Est-ce que... Est-ce que vous pensez que le procureur ne peut pas peut-être classer le dossier tout simplement sans suite à la fin du travail qui est effectué par le doyen des juges? Et c'est ça le charme du droit. Nous sommes dans cet équilibrisme-là, parce que c'est la balance, n'est-ce pas, le cycle du droit. Donc c'est ça. En réalité, vous avez le parquet qui est donc symbolisé donc, par le procureur. Et le doyen des juges, donc c'est un magistrat du siège. Donc il est libre, il est indépendant, inamovible. Donc voilà, il va instruire à charge et à décharge. C'est important. Donc ce qu'il va transmettre au procureur, maintenant le procureur, lui aussi, il juge de l'opportunité des poursuites. Mais attention, je pense que le réquisitoire, quand même, donc, que fera le procureur, n'est-ce pas, doit aussi donc, se fonder toujours sur des arguments de fait et de droit. C'est ça, n'est-ce pas, le droit. Le droit aussi donc, donne des moyens au parquet. Et c'est important. N'oublions pas que le parquet est soumis à l'exécutif. Parfois aussi, donc, l'exécutif aussi donc, peut avoir donc, des intérêts dans son dossier. Et c'est ça, donc, notre armature judiciaire. Quelles que soient ses faiblesses, il faut le respecter. C'est ce qui existe. Maintenant, il faut se dire tout simplement qu'en réalité, dans cette affaire, lorsque donc le dossier fera cette navette-là, on aura ce qu'on appelle le dialogue des juges, le dialogue entre le parquet et le siège. Et ce dialogue-là donc sera régi par les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale. Une question. Lorsque le doyen des juges aura terminé son travail et transmettre le dossier au procureur qui décide de classer le dossier sans suite, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment-là? Mais écoutez, si le doyen des juges dit au procureur qu'il n'y a pas matière à poursuivre, il peut le faire. Et s'il trouve des éléments probants? Dans ce cas de figure, il va demander au procureur tout simplement donc, voilà, de poursuivre. Et dans ce cas de figure, n'est-ce pas, donc le procureur, je ne pense pas qu'il passerait outre. Alors, j'en reviens au dialogue national qui tarde à démarrer. On a le chef de l'État qui n'a pas encore officiellement installé le président du comité de pilotage, Famara Ibrahima Sagna. Un comité, une commission politique, pardon, qui fonctionne, un dialogue national qui est bloqué. Que devrait-on faire où il n'y a pas matière à s'inquiéter puisqu'on a au moins un volet qui fonctionne dans ce lot-là? Je reviens à l'œil et à la voix. Vous voyez, c'est ça la démocratie sénégalaise. J'ai dit que l'œil et la voix sont touchés, donc la voix elle est cassée. Ce sont les gouvernants qui doivent parler, qui doivent prendre les décisions. Mais vous voyez donc cet immobilisme-là, c'est parce que tout simplement il y a quelque part donc quelques difficultés pratiques. Mais je l'avais dit au début de ce dialogue, lorsque je produisais ce fameux papier en disant que donc dialogue politique, succès et insuccès, pour dire tout simplement que l'identité constitutionnelle sénégalaise repose sur une démocratie de consensus. Maintenant, le consensus ne veut pas dire l'unanimité. Maintenant, dialoguer. J'avais dit comment dialoguer et pourquoi dialoguer. Maintenant, j'avais dit aussi qu'il fallait éviter deux écueils. C'est-à-dire que le dialogue est légitime. Si ça traîne, et si donc, parce qu'aujourd'hui d'ailleurs même, ceux qui sont au niveau autour de la table, n'est-ce pas, du dialogue, sont en train quand même de sortir. Pour certains de dire que voilà,
vu par exemple le représentant de Rewmi sortir, Pastef, etc. Et pourtant, ils étaient partis là-bas. Qu'est-ce que cela induit? Ou bien qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, tout simplement qu'en réalité, ce dialogue est en train d'être affaibli. Et je pense que quand même, donc, il faudrait aller beaucoup plus vite que ça pour pouvoir tout simplement éviter ce que j'appelle un dialogue illégitime ou bien un dialogue improductif. Parce que ce qu'on attend, c'est de la productivité juridique. Donc, donner au président de la République pour qu'on puisse avoir des éléments pour améliorer notre processus démocratique et notre système institutionnel, politique et étatique. D'autres cadres de dialogue, puisque avec les concertations entre Maître Wade et le président Macky Sall, il y a certainement des questions qui sont abordées et qui interpelleraient peut-être ceux qui sont au niveau du dialogue politique. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir ces deux cadres d'échange-là alors qu'on est censé, disons, définir quelque chose qui puisse engager toute une nation? En tout cas, Maître Abdoulaye Wade et Macky Sall sont des hommes politiques très aguerris. Je l'avais dit ici, qu'ils essaient d'anticiper, mais pas de la même façon. Le président Abdoulaye Wade, c'est quelqu'un qu'on peut donc prendre comme un joueur de billard. Comme le dit le président Abdou Diouf, n'est-ce pas? Il dit que Abdoulaye Wade, donc le président Abdoulaye Wade, il sait jouer. Il sait donc, voilà. Mais le président Abdoulaye Wade n'a pas peur de perdre. C'est pour ça. Mais le président Macky Sall, on peut le prendre comme quelqu'un qui est un lanceur d'archers. D'ailleurs, il le dit dans son ouvrage, je suis issu du tribu de guerriers. Oui. Mais si on prend... Parce qu'en réalité, lui, il anticipe. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, quand même, donc, on devait discuter du statut du chef de l'opposition. Peut-être que donc, et j'ai dit que ça devrait revenir à Idrissa Seck pour une lecture très simple de la Constitution. L'article 58 a été changé en 2016. Et donc, on a donc une conception organique de l'opposition et non plus une conception arithmétique qui permettait tout simplement à la majorité parlementaire donc, de bénéficier de ce statut. Mais aujourd'hui, c'est le second choix à l'élection présidentielle. Certainement, peut-être que voilà, il y avait cet élément-là. Si c'est aussi clair, qu'est-ce qui empêche que cela puisse se dessiner? Parce qu'en réalité, les forces en place sont en train de se mesurer. Mais au-delà de ça, le président Abdoulaye Wade, il veut toujours être le maître du jeu. Mais le président Macky Sall aussi, il est en train quand même de démontrer que quand même, donc lui aussi, donc, il va avoir la main toujours. Ce qui me le fait dire d'ailleurs, quand on regarde le communiqué le jour même, donc aucun officiel, n'est-ce pas, du gouvernement sénégalais ne l'a fait. Donc c'est quelqu'un qui est issu du PDS qui l'a fait au palais. C'était une audience pourtant. Donc voilà, et ça pour moi donc c'était un peu cocasse et je me suis dit ça signifierait tout simplement que donc voilà le président Macky Sall n'est pas donc prêt à s'engager de quoi que ce soit. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est important parce que pour moi ça porte un coup fatal au dialogue qui était en train donc de suivre son cours et c'est les mêmes questions qui sont discutées là-bas et n'oublions pas que le PDS avait boycotté. Et depuis lors, pourquoi ils n'ont pas rejoint donc la table? Il y a, je pense que des choses qui devraient se faire ou bien qui se sont dites et qui tardent à se faire et je pense que c'est des questions judiciaires aussi parce que le cas Karim Wade est là. Maintenant, ce qu'avait dit le président Abdoulaye Wade dans le livre blanc lors des élections législatives, nous ne participerons à aucune élection que Macky Sall organise. Ils étaient donc dans cette dynamique et il a été donc cohérent pour l'élection présidentielle. Est-ce qu'ils vont continuer pour les locales aussi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont pris des engagements. C'était des engagements. Ils acceptent de retourner à la table du dialogue national, ce qui veut dire que peut-être... Moi, je pense que je l'ai dit, comme le président Abdoulaye Wade, j'ai dit que lui, il n'a pas peur de... Oui, il n'a pas peur de perdre. Il l'a toujours fait. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le PDS qui est dans le dur, parce que le PDS réclame la révision du procès de Karim Wade avec les derniers développements qu'il y a eu, etc. Tout ça, je pense que le PDS aussi en sort un peu donc renforcé par rapport à ce qu'il disait. Mais réviser un procès au Sénégal, c'est très compliqué. En tout cas, je ne l'ai jamais vu. Et donc, je pense que l'État du Sénégal, est-ce qu'il serait prêt à réviser un tel procès? Mais je pense qu'à un moment donné, ils vont s'asseoir pour se parler sur ces questions-là et essayer de les dépasser. Parce qu'au-delà de ça, je dis tout simplement que le consensus politique ne doit pas prévaloir sur le consensus démocratique. Parce que le consensus politique, c'est ce que disent les acteurs, c'est ce qu'ils retiennent. Et c'est ce qui est... Pourquoi reporter les élections? L'opposition n'a rien dit. L'opposition sénégalaise est en crise. Je dis toujours que cette crise, elle est latente, elle est apparente. L'opposition, depuis l'élection présidentielle, n'a pas fait sa rentrée politique. Et une question majeure de ce genre, c'est-à-dire on reporte les élections sine die, une violation manifeste de la Constitution, du Code général des collectivités territoriales, du Code électoral. N'eût été la société civile et d'autres voix. Ce qu'il dit, c'est qu'un consensus avait été trouvé. Mais bien sûr, c'est ce qu'on appelle la violation de la Constitution et de la loi par consensus. Ils étaient prêts. L'opposition
n'étant pas prête pour les élections, le pouvoir aussi, peut-être ils ont dit que voilà, ça pouvait se faire. Et ça devrait alerter les gens pour dire que, écoutez, il ne faut pas prendre le dialogue de consensus politique comme comme quelque chose qui devrait prévaloir sur le consensus démocratique. Le consensus démocratique, c'est ce à quoi nous nous sommes tenus, c'est l'état de droit et la démocratie et les règles issues du suffrage universel. On les respecte. Maintenant, les conventions de la Constitution peuvent exister, des gentlemen agreements, mais dans le respect de l'état de droit et de la démocratie, ce qui donc induit donc un consensus démocratique solide. Très bien. Vous avez parlé de consensus politique et de consensus démocratique. Et aujourd'hui, on a vu quand même qu'il y a un dialogue qui existe et ce dialogue-là n'est pas encadré. À côté du dialogue politique, nous avons quand même une réconciliation entre Abdoulaye Wade et Karim Wade et Macky Sall. Et on sait que Abdoulaye Wade, ce qui lui importe le plus, c'est l'amnistie de son fils. Nous avons également Khalifa Sall qui a un dossier pendant en justice et qui peut venir participer à ce dialogue-là. Et à côté de cela, il peut y avoir une loi d'amnistie qui existerait pour au moins qui concernerait les deux. Est-ce que pour vous, cela est concevable qu'on puisse régler cette question politique-là en tout simplement amnistiant ces deux personnes-là? Écoutez, je ne peux pas dire que c'est concevable ou pas. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'une loi d'amnistie, c'est pour les faits. Ce n'est pas pour des personnes. Et que donc, on a tendance, dans certains pays, on l'a vu, par exemple, en Argentine, etc., que des gens puissent essayer quand même de s'engouffrer dans des lois d'amnistie pour régler leurs propres problèmes ou bien leurs propres cas, pour que dans le futur, qu'ils ne soient pas inquiétés ou pas. Et je pense qu'il faudrait être très vigilant. Maintenant, l'amnistie et la grâce, c'est des institutions de clémence qui sont dans la Constitution, dont les procédures donc, sont établies à cet effet donc, par le constituant dans la Constitution. S'il y a donc matière à amnistier, peut-être que donc, le président va initier une loi ou bien ce sera donc une proposition de loi et l'Assemblée nationale qui est souveraine va en décider. Mais en tout cas, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a deux constantes. C'est que Khalifa Ababacar Sall n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Voilà, la Cour de justice de la CEDEAO nous l'a dit. Karim Wade n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Le reste maintenant, moi je m'en tiens à ça. Mais les parce charges que sont là. les charges maintenant, il appartient à la justice. Moi, je ne suis pas juge, je ne juge personne, je n'absous personne. Mais ils n'ont pas que les procédures n'ont pas été respectées. Mais comment rectifier cela selon vous? L'État du Sénégal, c'est par quelle voie passer? Déjà, il y a la grâce. Maintenant, l'amnistie, si on prend, parce qu'il y a l'amnistie, il y a la révision. Il y a le PDS qui demande la révision. Mais moi, en tant que juriste, en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que citoyen de ce pays, qui aime ce pays, moi, la voie que j'avais donnée, c'était que lorsque on avait dit que l'État du Sénégal avait violé les droits de Karim Wade, lorsque on avait dit que, n'est-ce pas, la décision, donc voilà, il ne devait pas être jugé devant la CREI, on ne devait pas continuer. Lorsqu'on avait dit que Khalifa Ababacar Sall, on ne devait pas donc continuer, j'avais dit ici même, on devait le relâcher. Et le lendemain, l'État du Sénégal avait la possibilité de le reconvoquer. Mais l'État du Sénégal était téméraire. Et vous voyez donc sur toutes ces questions-là, nous avons été sanctionnés donc, à l'étranger. Et je dis que l'État de droit est un titre de respectabilité pour tout État. Parce que tout simplement, un État violent qui ne respecte pas le droit, il sera laissé à lui-même et livré à sa propre violence. Merci. Merci beaucoup, professeur Ngouda Mboup. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur un plateau.